Bien le bonjour les Inxeos et vous êtes sur Os Comics. Petite vidéo pause aujourd'hui dans laquelle nous allons nous amuser à établir un univers cinématographique DC digne de ce nom et cohérent. J'avais déjà fait cette vidéo sur mon ancienne chaîne, une vidéo qui avait pas mal fonctionné, donc je vous en remercie. Et du coup depuis j'ai un petit peu affiné le travail que j'avais déjà fait à l'époque et on va voir ça dans cette vidéo donc l'idée, pour ceux qui débarqueraient, c'est de prouver qu'on peut faire mieux que des officiels de chez Warner Bros. Qui sont payés pour ça, et pas avec des salaires de boucher. On peut faire mieux que ces gens-là, avec un petit peu d'imagination, un stylo bic et un cahier de brouillon, qui coûte 20 cents, c'est marqué dessus. Santé. C'est la bouteille, tu sais, de Lex Luthor. Et je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux à la santé. Mon propre univers d'ici au cinéma, composé en phases. Dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur la phase 1, qui s'appelle Les Origines, composée de 4 films. Le premier film, ce serait un film Superman. Le film s'ouvrirait sur la destruction de Krypton par Darkseid et le traître Zod, qui désire se venger du conseil kryptonien qui l'a fait mettre au fer. Voilà. Donc en très gros, l'idée, c'est dans mon DCEU, Krypton est détruite par Darkseid. Pourquoi ? Parce que c'est une très bonne manière d'introduire le grand méchant du DCEU, parce que clairement Darkseid c'est le méchant final, on le sait tous. Donc l'idée c'est d'introduire le méchant final de la saga cinématographique dès le premier film, dès les premières minutes de film, dans une séquence spectaculaire où on verrait Darkseid qui détruit avec son armée l'intégralité de la planète Krypton, aidé par Zod qui aurait trahi les siens, puisque Zod s'est fait mettre au fer par le conseil kryptonien, et donc du coup pour se venger, Zod décide de s'allier à Darkseid dans la destruction de la planète de Krypton. Bien évidemment, Jor-El et Lara-El ont le temps d'envoyer leur fils Kal-El. Ensuite, on aurait donc l'enfance de Clark Kent à Smallville, éduqué donc par Jonathan et Martha Kent, rencontre avec Chloé Sullivan, Pete Ross, et une petite idylle avec Lana Lang. On aurait donc une narration qui va dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire sans flashback, où on voit donc le bébé Kal-El, qui grandit petit à petit avec des ellipses, des écrans noirs 2 ans plus tard, etc. Ce genre de procédé de mise en scène. Et donc une narration chronologique, à l'inverse de Batman Begins par exemple, ou de ce qu'on a eu sur Man of Steel. Plus dans ce qui s'est fait sur le film de Richard Donner par exemple, où on verrait tranquillement évoluer nos personnages. Bien évidemment, lorsqu'il serait adolescent, à la fin de son adolescence plutôt, Clark apprendrait de la bouche de ses parents qui il est réellement, pourquoi il se découvre tous les jours de nouveaux super pouvoirs qui sont extrêmement puissants. Ses parents lui montreraient le vaisseau qui est caché dans la grange familiale. Et Clark apprendrait via ce vaisseau la présence d'un avant-poste kryptonien perdu dans l'océan Arctique. Donc là on reprend l'idée de Zack Snyder de faire de la forteresse de solitude en fait un avant-poste kryptonien. Cette idée était excellente, clairement. Pour moi l'idée de Man of Steel c'était la meilleure idée que j'ai vue dans une origin story Superman pour expliquer d'où vient la forteresse de solitude. C'est un avant-poste de la civilisation kryptonienne qui a été envoyé il y a des milliers d'années sur la planète Terre juste pour étudier cette planète. Voilà. Et donc forcément Clark avec ses super pouvoirs il se rend au pôle Nord, désireux d'en apprendre plus sur ses origines. Là-bas, il y rencontre l'hologramme de ses parents, donc pas seulement Jor-El, mais également Lara-El. Je trouve ça intéressant de développer ce personnage qui généralement est laissé et relégué au dernier plan dans les films Superman. Et il y trouverait, dans cette forteresse de solitude à en devenir, plus qu'un sens à sa vie, mais il y trouverait également le fameux tissu qui va lui servir plus tard de costume. Voilà. Le fameux tissu dans lequel on va pouvoir confectionner le costume de Superman. Après quoi, Clark Kent reviendrait à Smallville. Les idées changeaient, avec un regard neuf sur sa propre existence. Le parasite s'échappe des locaux de LexCorp à Metropolis. Il faut un méchant.
Et le méchant de ce film Superman ne doit pas être un méchant trop important ou trop charismatique. Parce qu'on est sur une origin story et on a beaucoup de choses à développer. On a déjà Darkseid, on a Zod à présenter, on a Jor-El, Lara-El, on a les Kent, on a Chloé Sullivan, Pete Ross, Lana Lang, les amis d'enfance et d'adolescence de Clark. On a Clark Kent bien évidemment à développer. Donc je pense que pour ce premier film d'introduction, il ne faut pas un ennemi extrêmement charismatique et très important de l'univers DC Comics. Donc le Parasite, ça me paraît très bien, c'est un très bon équilibre. Pourquoi ? Parce que c'est un personnage qui n'a pas de réel background, sur lequel on n'a pas à s'attarder pendant une demi-heure pour présenter qui il est et d'où il vient. On a juste à dire ici que c'est le cobaye d'une expérience qui a mal tourné au sein des locaux de LexCorp. Donc le background est expédié. Et c'est un personnage qui est intéressant, le Parasite, parce qu'il est quand même capable de beaucoup de choses. Hein. Comment dire, c'est un être qui doit absorber, s'il veut subsister, qui doit absorber l'énergie qui l'entoure, l'énergie environnementale qui l'entoure. Et donc ça peut donner lieu à des séquences d'action époustouflantes entre lui et le prochain Superman, donc Clark Kent, qui n'est pas encore Superman bien évidemment. Attiré par une source d'énergie sans précédent, une source d'énergie infinie dégagée par Clark, sans même qu'il le sache, le Parasite est attiré à Smallville, où il se rend, où Clark est revenu après son voyage dans le pôle Nord, et donc là forcément affrontement dantesque entre Clark Kent, le jeune Clark Kent qui est à la fin de son adolescence, au début de sa vie d'adulte, et le Parasite. Affrontement qui fait des centaines de morts à Smallville. L'armée envoie carrément des avions afin de bombarder le Parasite, mais lui ça lui donne encore plus d'énergie, donc du coup il devient de plus en plus gros et de plus en plus puissant. Donc Clark est obligé de... Enfin voilà, gros combat époustouflant entre les deux à Smallville. L'attaque dévastatrice du Parasite qui ravage la ville, tue Chloé Sullivan et tue Jonathan Kent. Une centaine de civils sont morts également, donc on est vraiment sur quelque chose de très violent. Hein, et le jeune Clark qui va tout juste fêter ses 23 ans, et bien donc vous voyez on est quand même plus que, je disais la fin de l'adolescence, mais là c'est clairement le début de la vie adulte. Le jeune Clark il a 23 ans, il est tout jeune, c'est ses débuts, et donc forcément il a beaucoup de mal à contenir cette menace, et il va donner énormément de sa personne dans ce combat pour revenir à bout du Parasite. Il va réussir à tuer le Parasite parce qu'il peut pas faire autrement. Voilà, moi j'en ai marre des foutaises où Superman se contente d'assommer ses ennemis. Non, là il va être obligé d'en venir à comment dire, à l'inévitable, et donc le Parasite va mourir dans ce combat. Et c'est grâce justement à ça que le jeune Clark va commencer à se poser les questions sur: dois-je tuer, dois-je utiliser mes pouvoirs à leur plein potentiel, dois-je aller jusqu'à l'exécution de mes ennemis. Il va commencer à se poser plein de questions à ce niveau-là. Et le problème, c'est que il va souffrir beaucoup de l'absence, de la mort de son père, et donc il va décider de quitter la ferme familiale de Smallville afin de changer d'air, afin de se changer les idées. Et il va embrasser une dernière fois sa mère, il va lui expliquer qu'il part pour la grande ville de Metropolis et qu'il emmène sa chérie, Lana Lang, avec lui, parce qu'ils sont en couple. À ce stade, donc on est à la fin du film, le jeune Clark Kent, en fait, il s'est battu contre le Parasite en t-shirt de ville, quoi. Il n'avait pas encore son costume de Superman, il n'était pas officiellement Superman. Et à ce stade, c'est juste un inconnu qui a battu un monstre loin des caméras des journalistes. Hein. Donc il a réussi à préserver son identité parce que dans un combat comme ça, on imagine que c'est très compliqué de capter une image du visage de Clark Kent. On voit juste des formes dans le ciel qui se battent entre elles, et donc du coup personne ne sait qui est là-haut en train de défier cette créature. Donc il a réussi à préserver son anonymat, mais le problème c'est que maintenant le monde sait, quoi qu'il arrive, qu'il y a des êtres exceptionnels qui existent sur leur planète, sur cette planète. Le monde prend conscience qu'un être surpuissant existe et a sauvé le Kansas ce jour-là. Le film se terminerait comme ça, avec Clark qui arrive à Metropolis, dans la grande ville, et qui se trouve un appartement avec avec sa chérie, Lana Lang. Les inspirations de ce film seraient nombreuses. Superman Terre 1 de Straczynski, le Man of Steel de John Byrne, mais également le Man of Steel de Zack Snyder, Birthright de Mark Waid, le film de Richard Donner dans la narration, notamment au début de l'histoire, American Alien et Smallville. Et on peut également citer comme inspiration Superman, c'est Unbound ou Unchained, je ne sais plus le nom. Histoire dans laquelle Krypton est détruite non pas par Darkseid pour le coup, mais par Brainiac. Donc moi je reprends l'idée que Krypton a été détruite par un super vilain, mais pour le coup ce n'est pas Brainiac, c'est Darkseid, voilà.
et donc la série télé Smallville, qui a présenté à l'époque énormément de bonnes choses, je trouve. Donc on pourrait piocher également dans le fait de voir Pete Ross, Lana Lang. Ça permettrait de développer des personnages qu'on voit jamais au cinéma et qui ont intérêt à être développés parce qu'il s'agit quand même des meilleurs amis de Clark. Donc c'est important de développer tout ça. Voilà pour le premier film de cette phase 1, les origines, avec donc l'entrée en la matière de Superman. Ensuite nous aurions un film numéro 2, Batman. Le film s'ouvrirait sur le meurtre des Wayne par Joe Chill. Alors vous allez me dire, Host, tu nous fais chier, les origines story de Batman, on sait ce que c'est, on n'a pas besoin de revoir le meurtre des Wayne une énième fois, on la connaît, cette histoire. Eh ben je suis désolé, je vous répondrai que si, dans une nouvelle saga, on est obligé de représenter les personnages. Je suis comme ça, je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses, de manière logique. J'ai toujours été comme ça, je suis quelqu'un de très ordonné et j'aime bien quand on explique tout de A à Z. On est sur une nouvelle saga, ce Batman-là, ce n'est pas le Batman de Ben Affleck, ce n'est pas le Batman de Christian Bale, ce n'est pas le Batman de Michael Keaton, c'est un Batman qui est propre à ce nouveau DCEU, donc il faut représenter son origin story, bien que ce soit l'origin story canonique de Batman, il faut le refaire. Et c'est ce que je reproche, et que je reprocherai toujours au MCU, c'est de ne pas avoir montré l'origin story de leur Peter Parker. Parce que du coup, on ne s'attache pas à ce Peter Parker, vu qu'on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas pourquoi il a décidé d'être Spider-Man. Et le Spider-Man du MCU, je trouve, manque cruellement d'origin story. Voilà. Et même si on la connaît, il aurait fallu qu'on la revoie. C'est très important ça, pour s'identifier au personnage, pour iconiser un personnage, c'est très important de montrer comment il a commencé. Et pourquoi. Voilà. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'iconisation. Ou alors c'est très compliqué. Et vous remarquerez que même dans le film de Tim Burton, qui n'est pas une origin story, nous avons un flashback avec les débuts de Batman, un flashback avec la mort des Wayne. Et dans tous les films Batman qui existent, on doit voir la mort des Wayne, en tout cas quand il s'agit d'une nouvelle saga. Bref, le jeune Bruce fuit le manoir très tôt et part faire le tour du monde afin de se changer les idées. Donc là, on aurait un parallèle très intéressant entre Clark qui part de la ferme familiale pour aller au pôle Nord à la rencontre de ses origines, dans la forteresse de solitude, et Bruce Wayne qui, lui, quitte le manoir à la suite de la tragédie et de la mort de ses parents afin de voir autre chose. Voilà. Parce qu'il étouffe dans cet environnement qui lui rappelle constamment la puissance de ses parents. Au cours de son voyage à travers le monde, ce jeune Bruce, il rencontrerait Henry Ducard. Il apprendrait également plusieurs techniques de combat auprès des plus grands maîtres des arts martiaux asiatiques. Mais il apprendrait également les sciences du comportement, les sciences médico-légales et les technologies. Parce que c'est aussi ça, Bruce Wayne, c'est pas que quelqu'un qui sait se battre, c'est quelqu'un qui a des connaissances accrues sur beaucoup de choses. Et donc du coup, voilà, il faudrait qu'on voit, en plus de le voir apprendre à se battre, il faudrait qu'on ait des séquences dans lesquelles Bruce Wayne est assis à un bureau et en train d'étudier. Voilà, très important. Ensuite, Bruce finirait par rentrer à Gotham pour se lancer dans la création de son avatar masqué, Batman. Il aurait alors 27 ans. Et donc là, on opterait pour exactement la même construction scénaristique que le premier film de ce DCEU, c'est-à-dire le film Superman. Et on n'aurait pas une narration en flashback, on aurait une narration en continu, avec des ellipses, façon Richard Donner Superman, façon le premier film Superman que je vous ai présenté là-dedans. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas de flashback, voilà, et en fait on aurait exactement la même construction scénaristique pour les deux premiers films de ce DCU, ce qui serait très intéressant au final. Ça permettrait d'avoir un vrai, un rapprochement quelque part entre le film Batman et le film Superman. Il serait construit de la même manière, avec bien évidemment pas la même tonalité. Le film Batman serait plutôt tragique, dramatique, et le film Superman serait plus orienté science-fiction, fantastique, et avec une touche d'optimisme, alors que le film de Batman, ce serait quelque chose de noir et d'assez triste. Lors de ses enquêtes, le jeune Batman, pour le coup, donc il a 27 ans, vous avez remarqué que ce Batman est de 4 ans plus vieux que Superman. Pourquoi ? Parce que pour moi, Batman, c'est quelqu'un qui a appris énormément. Il sait énormément de choses. Donc il y a un processus d'apprentissage qui est extrêmement long. Et si j'avais mis Batman
au même âge que Superman, c'est-à-dire 23 ans, ça aurait fait peut-être un petit peu jeune. Déjà là, 27 ans, c'est déjà juste. Mais voilà, vous comprenez qu'on ne peut pas savoir tout ce que c'est Batman à 23 ans. À 27 ans, déjà, c'est déjà pas mal aussi. Mais voilà, je préfère le faire un petit peu plus vieux que Superman pour cette raison. En enquêtant, donc, ce jeune Batman finit par comprendre que ses parents ont été assassinés par Oswald Cobblepot. Alors pas par Oswald Cobblepot directement, hein, mais par Joe Hitchell, qui était un clochard, un voyou mercenaire engagé par Cobblepot pour tuer les Wayne. Parce que Cobblepot, ben, c'est un grand chef mafieux qui est désireux d'asseoir un maximum son pouvoir sur la ville de Gotham. Et le problème, c'est que ben, en face de lui, il avait des gens respectables, les Wayne, qui l'empêchaient d'étendre son empire du crime. Et donc du coup, ben, le meilleur moyen pour lui d'asseoir son pouvoir sur Gotham, ça a été de faire tuer les Wayne. Et ça, on l'apprendrait petit à petit au cours de l'aventure. Batman l'apprendrait au cours de son aventure. Alors forcément, on verrait également Bruce Wayne, dans sa vie de Bruce Wayne, dans ce film. C'est-à-dire un beau gosse milliardaire qui se tape beaucoup de femmes. Et un soir, alors qu'il flirte avec Vicky Vale et qu'il se rend pour l'occasion à une représentation du cirque Hayley, eh ben, il assiste impuissant au meurtre des trapézistes, les Flying Grayson, tué par un terroriste fou se faisant appeler le Joker. Bruce Wayne essaye de l'arrêter, mais il ne peut pas faire grand chose étant donné que le Joker est entouré de ses sbires. Et Bruce Wayne n'a pas son armure de Batman, il n'a rien, il n'a aucun gadget, il est en civil, donc il ne peut pas faire grand chose malheureusement. Donc il se fait mettre au sol et il tombe inconscient, assommé. Et quand il se réveille, il assiste au drame, le jeune Dick Grayson qui pleure la mort de ses parents. Alors il ne va pas le prendre sous son aile dès le départ. Ça attendra le film numéro 2 sur Batman, on en reparlera dans la phase 2. Mais là, voilà, pour le coup, c'est juste l'introduction à la fois du Joker et l'introduction de Dick Grayson dans une seule et même scène. Cette scène doit être forte. Et pourquoi j'ai choisi de faire tuer les Flying Grayson par le Joker et non pas par le mafieux Zuko, comme c'est le cas dans les comics généralement? Eh bien parce que c'est la même recette que pour Darkseid. Pour avoir des méchants iconiques, c'est-à-dire qu'il faut créer un vrai enjeu pour obtenir de vrais méchants, de vrais bad guys. Sans quoi, un film de super-héros doit présenter un vrai super vilain, aussi charismatique et aussi imposant que le héros. Sinon, ça vaut pas le coup. Et pour ce faire, pour créer un vrai super vilain, il faut lui créer des vraies mauvaises intentions et des vrais crimes. Là, c'est quand même le Joker qui est à l'origine de la mort des parents du prochain Robin, donc c'est quand même pas rien. Tu vois, déjà, première apparition du Joker, bam, le Joker crée, sans le savoir, il va créer un autre personnage très important de la mythologie Batman, dans une scène incroyable. Et dans le film Superman, Darkseid, dès les premières minutes du film, détruit Krypton, tu vois. Donc là, bam, le ton est imposé, on sait qui est Darkseid, et c'est comme ça qu'on gagne en charisme et en ampleur pour les super vilains. Voilà pourquoi cette idée du Joker qui tue les Flying Grayson. Bref, Bruce Wayne ne peut rien faire. Et lorsqu'il se réveille, il voit le jeune Dick Grayson qui pleure ses parents. Dans ce film, on aura également une introduction rapide de Harvey Dent, procureur. Voilà. On nous montrerait Harvey Dent au cours d'une rapide scène, pourquoi pas, mais voilà, le personnage serait introduit dès ce film-là. Il n'aurait pas un rôle très important, c'est juste histoire de présenter le personnage. Bref, Batman enquête sur la mort de ses parents, il se rend compte que c'est Cobblepot qui est derrière tout ça, et lorsqu'il va essayer de botter le cul à Cobblepot, c'est-à-dire au pingouin, il se heurte à Deathstroke. Parce que j'ai oublié de vous le dire, je suis désolé, je fais mon travail qu'à moitié. Au cours de son parcours initiatique, le jeune Bruce Wayne, quand il part faire le tour du monde et s'entraîner à plusieurs techniques d'arts martiaux, etc., il rencontre un dénommé Slade Wilson. Voilà. Il rencontre un dénommé Slade Wilson et il devient un petit peu, pas son copain, mais son camarade de classe, entre guillemets, et on imagine les deux participer aux mêmes entraînements de karaté, ou je sais pas moi, quel art martial, mais on imagine les deux faire partie de la même team, entre guillemets, quand ils sont jeunes. Et plus tard, eh bien, Deathstroke, qui a acquis des compétences de combat similaires à celles de Bruce Wayne, se fait engager par Cobblepot, parce que Cobblepot c'est le pingouin, il a besoin de garde du corps, physiquement il vaut rien, donc il s'entoure de sbires, il s'entoure de personnages qui savent se battre, et donc le pingouin il soudoie Deathstroke, ça devient son garde du corps,
Et donc forcément, lorsque Batman intervient pour mettre aux arrêts Cobblepot, et ben il se heurte à Deathstroke. Ils se battent les deux. Donc là, ça permet d'avoir un vrai combat, un vrai défi physique pour le coup pour Batman en la personne de Deathstroke. Parce que sans Deathstroke, Batman contre le Pingouin, ça ne vaudrait pas grand-chose. Donc on a Deathstroke, combat épique entre Batman et Deathstroke. Deathstroke qui devine l'identité de Batman du coup parce que il connaît les techniques de combat de Bruce Wayne, il l'a étudié avec lui les arts martiaux quand ils étaient jeunes, donc du coup il arrive à savoir qui est Bruce Wayne, qui est derrière le masque de Batman, donc il devine son identité. Deathstroke meurt à la suite du combat. Alors je tiens à préciser que ce n'est pas Batman qui tue Deathstroke, mais on imagine le combat sur le toit d'un immeuble, quelque chose d'assez phénoménal, et un accident et Deathstroke qui meurt, et Batman qui ne peut pas le sauver, il est impuissant, voilà. Mais ce n'est pas Batman qui balance du toit Deathstroke, on est d'accord. À la fin du film, Batman réussit à mettre la main sur Cobblepot et il le livre au procureur Harvey Dent, au commissaire Gordon, avec des preuves, voilà. Des preuves pour l'inculper, parce que c'est pas toujours évident de faire tomber un parrain de la mafia. Donc le film se termine là-dessus sur l'arrestation de Cobblepot. Durant le film Batman, il sera très important de montrer une Gotham vieille et lugubre, pauvre et gothique, aux antipodes de la moderne et luxuriante métropolis qu'on a aperçue à la fin du film Superman. C'est-à-dire que dès les 2 premiers films de ce DCU, il faut bien séparer les 2 univers, celui de Batman et celui de Superman, avec d'un côté une ville radieuse, une ville belle, tournée vers l'avenir, et de l'autre Gotham, pourrie par le crime, avec des bâtiments qui tombent en miettes, enfin voilà, la Gotham gothique des comics, toute pourrie, toujours filmée de nuit, et de l'autre côté, Metropolis, qu'on découvre à la fin du film Superman, lorsque Clark Kent arrive avec Lana dans cette ville. On imagine qu'ils arrivent au soleil couchant, tu sais. Enfin voilà, faut vraiment montrer dès les 2 premiers films que les univers sont bien tranchés. Et on peut tisser dès ce film Batman un lien avec le film Superman qui le précède, juste via un petit flash info. Par exemple, tu as Bruce Wayne qui regarde, je sais pas, les infos, ou alors qui est sur son PC dans sa Batcave, et d'un seul coup, la nouvelle tombe, une créature est en train de ravager une petite ville au Kansas, et de créer des centaines de morts. Voilà. Et t'as Bruce Wayne qui regarde ça, on l'imagine avec Alfred à côté, qui regarde ce qu'arrivent à filmer les journalistes, le parasite qui est en train de détruire Smallville et de faire plusieurs morts. Et forcément, Bruce Wayne, il peut rien faire, là, pour le coup. Hein, il n'a pas encore sa technologie, il n'a pas encore sa Batwing. Enfin voilà, c'est vraiment un Batman sur les débuts, il n'a pas une technologie de ouf. Donc là, il a le cul posé dans son fauteuil et il peut juste regarder ce qui se passe à la télé, ou sur l'écran devant lui. Et donc, comme ça, tu vois, en montrant ce qui se passe du film Superman avec le parasite qui ravage Smallville, dans le film de Batman, un petit flash info, rien, hein. Hop, tu tisses le lien entre les 2 films. Inspiration du film Batman, Batman Terre 1, Batman Year One de Miller et Batman Arkham Origins, le jeu vidéo. Voilà. Et une fois de plus, je tiens à préciser que on crée de l'importance sur un méchant symbolique de l'univers Batman, à savoir le Pingouin. Et comment on crée de l'importance sur le Pingouin? En faisant l'instigateur du crime, enfin du meurtre des Wayne. Tu vois, c'est le Pingouin qui est derrière la mort des Wayne, et quelque part c'est le Pingouin qui est un petit peu à l'origine de Batman. Tu vois. Donc du coup, tu crées vraiment de l'importance aux méchants comme ça. Là, pour le coup, c'est pas vraiment le Pingouin qui est à l'origine de Batman, c'est plutôt l'idée d'un mafieux, l'idée du crime qui gangrène Gotham. C'est l'idée du crime qui gangrène Gotham, que ce soit le Pingouin, que ce soit n'importe qui est à l'origine du meurtre des Wayne, mais c'est représenté par le Pingouin. Et le Joker, dans ce film-là, tue les parents de Dick Grayson. Darkseid tue Jor-El et Lar-El puisqu'il détruit Krypton. Tu vois comment tu crées de l'importance sur les super vilains d'un univers. Très important à faire. Ensuite, on passe au 3e film de cette phase 1. Wonder Woman, film solo. Le film s'ouvrirait sur l'esclavage des Amazones par Héraclès et les hommes, la création de Themyscira par les dieux de l'Olympe et la naissance de Diana. Voilà. Origin story, tout ce qu'il y a de plus classique. On y verrait avec la même structure scénaristique que les 2 précédents films, c'est-à-dire jamais avec des flashbacks, mais toujours dans une évolution constante d'ordre chronologique. On y verrait l'entraînement de Diana, son évolution à Themyscira,
On la verrait grandir et se mettre à rêver de l'autre monde. Parce qu'on lui parle d'un autre monde, le monde des hommes. Et à la veille de son 20e anniversaire, donc là on a une toute jeune Diana, elle a 20 ans, Bruce en a 27 et Clark en a 23, donc on est quand même dans la même tranche d'âge, hein, on est entre 20 et 30 ans. Donc il n'y a pas une énorme différence entre les trois personnages et c'est ce qu'il faut. À la veille de son 20e anniversaire, la jeune Diana brave les interdictions de sa mère Hippolyte et elle quitte l'île de Themyscira, elle vole un bateau et elle part à l'aventure sur la mer, à destination du monde des hommes dont elle rêve. Lors de son voyage maritime, elle croit apercevoir un groupe d'individus nager à la vitesse des dauphins juste sous la surface de l'eau. On est en pleine mer Méditerranée. Diana est toute seule sur son bateau. Et là, elle voit un groupe d'hommes en armure. Enfin, ce qu'elle pense être un groupe d'hommes, en tout cas des individus en armure, 3 ou 4, nager à la vitesse des dauphins juste sous la surface de l'océan. Le lien est tissé avec Atlantide. C'est tout. Juste une petite scène comme ça, et on continue le film. Arrivée dans le monde des hommes, donc là, par magie, elle arrive à Boston. Elle n'arrive pas en France, elle n'arrive pas au Maroc, elle arrive à Boston, c'est comme ça, ma foi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est quand même dans des comic books movies, donc il faut un petit peu de suspension d'incrédulité. Arrivée dans le monde des hommes, donc là, elle mange sa petite glace à la vanille, référence aux comics. Elle se lie d'amitié avec les deux Capatelis, donc la mère et la fille, une conservatrice de musée qui s'appelle Barbara Ann Minerva, et Etta Candy qui va devenir sa meilleure amie. Donc un groupe de femmes, c'est un film très féminin, c'est Wonder Woman. En parallèle, donc, on est introduit à cette Barbara Ann Minerva, qui est une conservatrice de musée, et on la voit un petit peu vivre sa vie chez elle, et on s'aperçoit très vite qu'elle a une addiction assez prononcée pour une espèce de drogue ancestrale qui la transforme petit à petit en une femme guépard. Voilà. C'est très compliqué de faire Cheetah au cinéma, c'est très compliqué de raconter les origines de Cheetah, comment Barbara Ann Minerva devient cette femme guépard, cette femme féline. Donc moi j'ai choisi pour le coup de la drogue, parce que ça permet de faire une petite dénonciation dans un film, voilà, c'est toujours bienvenu quand on énonce des choses comme ça. Donc là on parlerait de la drogue et on verrait Barbara Ann Minerva qui sniffe sa drogue, ou je sais pas ce qu'elle ferait, peut-être qu'elle boirait quelque chose, je sais pas, bref, une drogue comme une autre, et au final qui finirait par la détériorer et par attaquer son physique en décuplant ses réflexes, en décuplant sa force, voilà, elle se transformerait petit à petit en cheetah. Diana reste dans l'ombre, sans jamais dévoiler son identité et l'étendue de ses pouvoirs d'Amazone, parce qu'elle est dans un monde qu'elle ne connaît pas, donc elle va pas dire à n'importe qui je suis capable de faire ça, ou voilà, elle va rester dans l'ombre, elle va fermer sa gueule, elle va apprendre des hommes. Lors de l'attaque du parasite sur Smallville, le film Superman, Diana, elle voit ça à la télé, elle se rue au Kansas, parce qu'elle pense qu'elle est la seule sur Terre à pouvoir contrer cette créature. Et là, elle se dit, tant pis, voilà, les êtres humains vont savoir que j'existe, ils vont me voir affronter cette créature, le parasite. Je suis obligé de le faire pour le bien de l'humanité, parce que sinon, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Et donc, Diana, elle décide de faire un sacrifice, de sacrifier son anonymat, et elle se rue au Kansas pour affronter le parasite. Le problème, c'est qu'en cours de route, il se passe quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Il y a un avion de l'US Army qui se crache devant elle. Bam. Cet avion, il vient justement du champ de bataille au-dessus de Smallville. On imagine qu'avec une créature comme le parasite, l'armée a déployé des forces assez inimaginables pour essayer de contenir cette créature. Donc les soldats, les fantassins, l'armée de l'air. Et donc là, on a un pilote, l'avion d'un pilote qui se crache devant Diana, bam, sur sa route. Et forcément, le cockpit s'ouvre et on a un homme qui est en train de mourir dedans, qui appelle à l'aide. Il s'appelle Steve Trevor. Et donc Diana, elle a le choix entre soit aller botter le cul au parasite, soit sauver cet homme qui est entre la vie et la mort. Et du coup, elle choisit de sauver Steve Trevor. Donc elle l'amène à l'hôpital. Et parce qu'elle sait que si elle le fait pas, il va mourir. Donc elle l'amène à l'hôpital. Et donc du coup, pendant ce temps-là, Superman, le jeune Superman à en devenir, est en train d'affronter le parasite et réussit à le tuer. Du coup, Diana, elle choisit de revenir à Smallville, juste pour aider les gens, voilà,
secourir les blessés des décombres, ce genre de choses, voilà. C'est tout ce qu'elle peut faire, étant donné que le parasite a été mis hors d'état de nuire. Lorsqu'elle revient à Boston, eh bien, forcément, elle va affronter Cheetah, donc Barbara Ann Minerva, qui est devenue sa copine depuis le temps. Et un combat épique dans les rues de Boston, sur les toits, enfin voilà, combat de super-héroïne, quoi. Et à la fin du combat, ben, Diana, elle tue Cheetah, en fait, parce que Diana, c'est pas Superman, Diana, c'est pas Bruce Wayne, hein. Diana, c'est une guerrière. Et quand il y a un danger qui est trop présent, trop imposant, eh ben, elle sort son épée et elle embroche ses ennemis. Et donc là, on verrait Diana qui embroche Cheetah à la suite du combat, avec une larme qui coule, pourquoi pas, parce qu'il s'agit quand même de son ami. Mais bon, la folie l'avait emporté sur la raison, donc il n'y avait plus grand chose à faire avec Barbara. Fin du film, petite séquence où Diana voit à la télé, pourquoi pas, ou dans un journal, je ne sais pas, un article sur Superman. Parce que dans le premier film Superman, on s'est quitté avec Clark qui arrive à Metropolis avec Lana Lang, mais qui ne s'est pas encore révélé au monde. Et entre-temps, avec le film Batman, le film Wonder Woman, et bien entre-temps, il s'est passé des petites choses à Metropolis, et Superman a pris son envol, au sens propre du terme, où Superman s'est dévoilé au monde. Et j'ai trouvé très intéressant de ne pas montrer Superman qui se dévoile enfin au monde en tenue, qui annonce qui il est. J'ai trouvé très intéressant de ne pas le montrer dans son film perso, mais de le sous-entendre au sein d'un autre film qui ne lui appartient pas. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ça, ça renforce l'idée d'univers partagé. C'est-à-dire que c'est en regardant la dernière séquence du film Wonder Woman où tu te rends compte que ça y est, le jeune Clark Kent, qui avait du mal à le faire, eh bien, il a choisi de se dévoiler au monde en tenue de Superman. Voilà. Tu vois, ça renforce vraiment l'idée d'univers partagé. Et puis du coup, ça va donner une idée à Diana. Ça va être de faire pareil, parce qu'elle se dit, cet homme-là, eh ben, elle comprend que c'est lui qui a tué le parasite et qui a fini par sauver le Kansas quelque part, et sauver peut-être même une grosse partie des États-Unis. Donc elle se dit, eh ben, je vais faire pareil. Ça lui donne des idées à cette Diana. Et du coup, ben, elle aussi, elle va finir par se révéler au monde en tant que Wonder Woman. Elle se fait interviewer par Mindy Meyer. Et le film se termine sur Bruce Wayne dans sa Batcave qui regarde l'interview de Wonder Woman donnée par Mindy Meyer. Voilà. Fin du film. Inspiration de ce film Wonder Woman, eh bien beaucoup de George Perez, avec son Wonder Woman Dieu est mortel, que je vous invite à découvrir. Donc là, les trois personnages principaux de la Trinité sont présentés, chacun avec des films solo qui sont quand même tous liés entre eux de manière assez subtile. Hein, on n'y va pas avec des gros sabots, hein, le lien est subtil, mais on comprend que cet univers est partagé. Quatrième et dernier film de la phase 1, les origines, Justice League, Trinity. Le film s'ouvre avec une séquence d'action dans laquelle Superman, eh bien, il fait son boulot de Superman à Metropolis, c'est-à-dire qu'il arrête des braqueurs de banque, ou voilà, quelque chose d'assez... Tu vois, dès le début du film, première scène, quelque chose d'assez spectaculaire, on voit Superman qui fait son boulot, le Superman qu'on aime, celui avec le sourire, celui qui est optimiste. Voilà, Superman est enfin dévoilé au monde et il kiffe faire ce qu'il fait. Ce film traiterait bien évidemment de la rencontre entre Batman, Superman et Wonder Woman, les trois membres fondateurs de la Justice League. En parallèle, afin de ne pas rester que sur ce groupe de trois personnages au début du film, on aurait la présentation du monde d'Atlantide, qui nous a été subtilement introduit dans le film Wonder Woman, avec les 3-4 mecs en armure là, qui nageaient à la surface. Donc on sait qu'il y a des gens qui habitent, qui ont la capacité de nager à la vitesse des dauphins et qui habitent dans l'eau. Donc là, Justice League Trinity nous montre Atlantide, bam, dès le début du film. La première partie, on va dire. Et on y voit qu'il se passe des choses pas très catholiques, si je puis me permettre, à Atlantide. On voit la reine de ce monde qui se fait tuer à la suite d'un complot par un dénommé Orm qui prend le pouvoir de par ce fait. Orm qui est son fils, mais ça on l'apprendra plus tard. Et en parallèle, eh bien on nous montre Arthur Curry qui vit avec son père, le gardien de phare, sur la côte américaine, et qui n'est pas retourné à Atlantide depuis des années parce que finalement il a été rejeté par les siens et puis lui il ne veut plus y aller. Voilà. Et il apprend que sa mère a été tuée
par son propre frère Orm. Donc, il l'a un peu mauvaise. Mais c'est pas pour autant qu'il va retourner à Atlantide parce qu'il a décidé de couper les ponts avec cette civilisation qui ne lui correspond plus, on va dire. Et puis bon, on a l'attaque des Atlantes sur les villes côtières américaines, pardon. Parce que les Atlantes, ils en ont plein de cul, que les humains balancent toute leur merde au fond de l'océan, la pollution, tout ça. Voilà, on connaît le message. C'était le même message qui avait déjà été traité, mais seulement en surface malheureusement et sans mauvais jeu de mots, dans le film de James Wan. Et là, on parlerait vraiment de ça, de la pollution, du fait qu'on balance de la merde au fond de l'océan, etc., etc. Et les Atlantes qui pètent un câble et qui, pour se venger, noient littéralement des villes côtières américaines. C'est-à-dire que tu as des vagues de 100-150 mètres de haut qui s'abattent sur des villes comme New York ou voilà, des villes côtières, métropolis pourquoi pas, et qui détruisent littéralement les villes. Mais vraiment une attaque hyper violente. Là vous avez compris que je m'inspire très clairement de l'arc de Geoff Jones, je crois, Justice League New 52, le trône de l'Atlantide, qui est une des meilleures choses que j'ai lues clairement en comics. Avec l'attaque des Atlantes sur l'Amérique, c'était exceptionnel. Et on pourrait s'imaginer des images superbes de tsunamis, de tremblements de terre, enfin voilà, le genre de trucs que tu vois dans des films comme Le Jour d'après par exemple. Ça pourrait être très spectaculaire. Dans un film Justice League, ça pourrait être très cool. Donc la Trinité se forme dans l'urgence pour aller essayer de botter le cul aux Atlantes. Le problème, c'est qu'ils ont en face d'eux des armées entières d'Atlantes menées par Orm, le Ocean Master. Et dans ce film, Arthur Curry, il finirait par se joindre à la Trinité pour contrer son frère Orm parce qu'il ne partage pas du tout sa vision de l'humanité. Et c'est Arthur Curry qui ferait le lien, la passerelle entre les Atlantes et les hommes. En fait, c'est lui qui permettrait la réconciliation. C'est exactement ce qu'on a dans les New 52 de Justice League. Vous allez dire, Oz, t'as pas beaucoup d'imagination, tu vas pas chercher bien loin. Non, quand les choses sont déjà faites et qu'elles sont excellentes, autant s'en servir, clairement. Je vois pas pourquoi on s'en priverait. Justice League Trinity, ça aurait l'inspiration bien évidemment le Justice League New 52, le trône d'Atlantide. Voilà. Comment je ferai mon DC Extended Universe pour la phase 1, il y aura une phase 2. Et le but du jeu, ça va être d'établir comme ça un univers ciné d'ici cohérent, crédible, avec des références aux comics, de ne pas faire du n'importe quoi, de faire quelque chose de structuré, parce que malheureusement, c'est pas ce qu'on a au cinéma et ça me débecte. Ça me débecte parce que vous avez remarqué que c'est pas compliqué à faire en fait. C'est pas compliqué à faire, d'autant plus que moi je suis pas un spécialiste de l'univers d'ici, je suis un amateur de l'univers d'ici, c'est une différence. Je suis pas un grand connaisseur, je suis encore moins un spécialiste de cet univers. Même si je suis pas non plus complètement un noob, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu prends juste un mec comme moi qui aime cet univers mais qui ne sait pas tout, voilà, je veux dire, c'est pas compliqué à faire. Juste faire marcher ses méninges, et ça m'a rien coûté de faire ça. Ça m'a pris quoi, une demi-heure. Donc on a en droit de se poser des questions quant à qui bosse dans les locaux de Warner Bros. Quoi. Ceux qui sont à l'origine des films qu'on a tous les ans et qui sont... Bon, il y a quand même des films très très bons, mais je veux dire, c'est quand même pas terrible comparé à ce qu'on est en mesure, ce qu'on a en droit d'attendre quand on est fan de cet univers. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je pense n'avoir rien oublié. Amusez-vous à m'écrire comment vous verriez vous le DCU, dans quel film, dans quel ordre, avec quel scénario, sans non plus rentrer trop dans les détails, on n'est pas des scénaristes. Hein. D'ailleurs je tiens à préciser, parce que voilà, il y a encore des gens qui vont me dire ça c'est pas terrible. Ouais, je ne suis pas scénariste les mecs, je suis boucher, je suis pas payé pour faire ça. Hein. C'est juste des idées comme ça que je balance, que je pompe un peu dans les comics ou alors qui sortent tout droit de mon imagination. C'est des idées comme ça que je mets sur le tapis, j'essaie de faire quelque chose de globalement structuré. Après voilà, je suis pas scénariste, c'est pas mon métier et je comprends pas qu'il y ait des gens actuellement à Hollywood qui sont payés des 1000 et des cents pour faire ça mais qui ne savent pas le faire. C'est ça qui me débecte en fait. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé, marquez ce que vous voudriez vous dans votre DCU perso et puis on va bien s'amuser. Ciao les amis.